Bonjour et merci d'écouter les Totemcast où je vais à la rencontre des créateurs d'histoires. Aujourd'hui, on continue avec le théâtre, avec la pièce La Grande Musique. Bonne écoute. Donc ce podcast aujourd'hui va être autour de la pièce La Grande Musique, une pièce écrite par Stéphane Guérin qui est avec moi. Bonjour Stéphane. Bonjour. Mise en scène par Salomé Villiers. Bonjour. Bonjour. Et interprétée par Bernard Malaka. Oui, entre autres. Entre autres. Voilà. Voilà. Juste pour vous présenter vite fait, Stéphane, tu es donc auteur de pièces de théâtre, Oui. essentiellement. Oui. Tu as fait aussi un petit peu de chansons, de scénarios, de films. Et donc tu as, de ce que j'ai trouvé, à peu près 25 pièces aujourd'hui. Oui, elles ne sont pas toutes montées, mais enfin, il y en D'accord. a une 10-15. D'accord. Ok. Salomé, tu es actrice, metteuse en scène. Tu as notamment mis en scène et adapté Shakespeare, Beaucoup de bruit pour rien dernièrement, et adapté aussi le Montespan, qui est actuellement à la Huchette, et pour lequel tu es nominée au Molière en Révélation. Tout à fait, j'ai cette chance. Voilà. C'est super. Petite information supplémentaire depuis l'enregistrement du podcast, Salomé a remporté le Molière 2022 de la Révélation féminine pour son interprétation dans la pièce Le Montespan, dont elle a également écrit l'adaptation. Et Bernard, donc comédien aussi, grande carrière de théâtre aussi, un peu de cinéma, un peu de télé. Ouais. Dans la pièce, tu joues 3 rôles, dont celui de Jean et Georges, le père et le grand-père. Le père et le grand-père, oui. Et puis un journaliste. J'y tiens. Voilà. Eh bien, on va commencer par retourner en arrière, expliquer comment la pièce s'est mise en place et surtout comment vous êtes rencontrés, Salomé et Stéphane, pour ce projet. J'y vais. Commence. Ouais. Vas-y. J'ai rencontré Salomé en 2018, en février 2018 très précisément. Elle jouait, les répétitions de la pièce Kamikaze commençaient. Anne Bouvier faisait la mise en scène. Elle avait choisi, entre autres, Salomé pour jouer le personnage de Sarah dans cette pièce. Ensuite, la pièce a été jouée à Avignon, au théâtre Buffon, et c'est une histoire de famille et d'amour entre Salomé et moi, comme quoi c'est pas toujours antinomique. Et puis lors de cet Avignon 2018, on s'est pris un verre tous les deux, entre 2 représentations, et on a eu le désir commun de prolonger le travail commun. Et Salomé m'a commandé une pièce où je ne sais plus si c'est toi qui me l'as commandé ou c'est moi qui t'ai dit j'ai envie d'écrire, je ne sais plus exactement. Peu importe d'ailleurs. Et puis ce qui était assez amusant, et moi j'adore les défis, Salomé m'a dit écoute, j'aimerais bien que tu écrives pour ces comédiens, pour ces comédiens-là. Donc elle m'a donné une liste de noms de gens que je connaissais plus ou moins, certains plus, d'autres moins. Et puis ensuite il s'est passé le mois d'août et j'ai commencé à réfléchir à cette histoire de la grande musique. Voilà. Et ce qui est fou, c'est qu'on ne s'était pas concerté. Et en fait, tu as écrit la pièce très vite, parce que je me souviens, j'étais en tournée avec Alexandre Bunstein et tu nous as envoyé la pièce. On était... J'ai dû la finir en novembre. Ouais, voilà, début novembre. Donc c'est allé assez vite et sans se concerter. Moi, j'étais déjà assez fascinée par le thème de la psychogénéalogie. Il y avait une pièce que j'adore, d'ailleurs toujours, que j'avais essayé d'adapter pour en faire une seule et même pièce, parce que normalement c'est une trilogie. C'est Le deuil Sieta Electre de Jane O'Neill, et qui traite de la psychogénéalogie, parce que l'exemple pour moi type de ce que pourrait être, comment on pourrait définir la psychogénéalogie en termes de personnages de théâtre, ce serait les Atrides. Voilà, c'est comment on trimballe les casseroles de nos parents de génération en génération. Et on s'en était même pas parlé, parce qu'en fait, quand on avait bu notre verre, j'avais juste parlé des comédiens, de la liste des comédiens, et on n'avait pas du tout parlé du thème. Non. Tu avais une seule exigence, c'était qu'il y ait un chef d'orchestre. Oui. Voilà. C'est vrai. Et toi, tu avais une seule exigence aussi, c'était que tu voulais démarrer par une scène de danse. De danse, de mariage, ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Pourquoi ?
Écoute, pourquoi pas? Et pourquoi les deux? Pourquoi le chef d'orchestre? Moi, j'ai toujours été fascinée par les personnages, par les chefs d'orchestre. Je trouve que c'est un langage que je ne comprends pas. J'ai l'impression de voir tout d'un coup un danseur ou un martien. Je ne sais pas pourquoi les chefs d'orchestre ont pour moi une aura C'est fascinant. particulière. Ouais, c'est très mystérieux. Et tout d'un coup, tu vois une foule, un orchestre qui suit cette femme ou cet homme qui tout d'un coup fait des grands gestes. Et tout d'un coup, il y a un langage universel qui se crée, parce que la musique, c'est la seule langue universelle qui peut se comprendre partout. Et du coup, est-ce que le titre de la grande musique vient de ça aussi? Comment est venu ce titre? Alors, je ne sais jamais comment les titres me viennent, hélas, autant mieux. La grande musique, non, je ne sais pas. C'est sans doute le chef d'orchestre qui a déclenché voilà, quelque chose de cet ordre-là, quoi, de la grande musique. Mais c'est beau comme image, parce que la musique, en tout cas du personnage du chef d'orchestre, qui est le fondement de cette famille, se transmet de génération en génération, et qu'une musique n'est jamais déformée. Elle est interprétée chacune à sa manière, ça peut être aussi la symphonie familiale, c'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque nouvelle génération, il y a un instrument qui se rajoute, une interprétation supplémentaire à la partition initiale. Donc moi, c'est vrai que quand tu m'as parlé du titre, j'ai été assez éblouie. Il arrive à quel moment, le titre dans la... Moi, je commence toujours par le titre. Voilà, je ne peux pas écrire si j'ai pas le titre. Ok, très bien. Et donc, il n'y avait que ces deux demandes. Le chef d'orchestre commençait par... Par une scène de mariage, de famille un peu éclatée. Voilà. Et comment, après, tu prends le fil de... je sais pas, c'est très difficile de répondre à cette question, parce que moi-même, j'ai pas la réponse, en fait. Mais du coup, tu travailles en te disant... Je sais où je veux aller, oui. voilà. Mais ensuite, ça reste oui, assez mystérieux. Je déroule l'histoire dans ma tête, c'est un peu comme une grosse pelote de laine. Je cherche le bon fil, et puis quand je l'ai trouvé, enfin, je tire sur le... voilà. Je tire là-dessus. Et tu connaissais ce truc de la psychohistoire? La psychogénéalogie. Psychogénéalogie. Pourquoi Oui, psychohistoire, oui. c'est les fondations. Oui, j'en avais entendu parler. Ça m'intéressait, parce que c'est passionnant quand même, ce thème, de se dire que peut-être on trimballe toute une batterie de cuisine qui vient de nos ancêtres, et parfois on ne comprend pas. J'avais lu, quand je faisais des recherches, cette histoire d'une femme qui faisait beaucoup de crises d'asthme. Elle avait vu tous les grands spécialistes, personne ne trouvait vraiment à la soigner, à régler ce problème. Et elle a fait cette démarche de psychogénéalogie, et elle s'est rendue compte que son grand-père était dans les tranchées et qu'il est mort asphyxié. Voilà. Et alors, bon, après, on peut se dire c'est ça ou c'est pas ça. Mais en tout cas, du jour où elle l'a su, les crises se sont arrêtées. Ah oui, c'est ça qui est important. Donc, c'est quand même assez troublant. Alors, il y a peut-être de l'autosuggestion aussi là-dedans, mais peu importe, parce que c'est le résultat Oui, qui compte. Oui. Et justement, là, tu parles des tranchées et tout, et la guerre est présente dans la pièce. Oui, Parce que la seconde. Oui, la Seconde Guerre, oui. Ouais. Et pourquoi avoir abordé le sujet de la Deuxième Guerre mondiale? Parce que c'est un sujet c'est pas un sujet d'ailleurs, c'est un thème qui me tient à cœur, parce que c'est une période très dense et très trouble de l'histoire, où il y a encore des zones d'ombre. C'est assez représentatif de ce que peut faire la nature humaine, voilà, quand elle se déchaîne, quand elle est bien lunée. Et vous avez eu des échanges entre les... Je ne sais pas combien il y a eu de versions du texte. Vous avez... On a eu 4, si je me souviens bien. 4, mais il s'agissait plutôt de réduire en termes de pages. Enfin, c'est bête de dire ça, mais bon, parfois, voilà.
Il faut réduire et concentrer les choses et résumer les choses. Mais il n'y a pas eu trop de changements, enfin, ou du moins j'ai oublié. Non, l'histoire est restée la même. Quand je l'ai lu la première fois, j'ai été très émue et très touchée parce que effectivement la psychogénéalogie, moi c'était un thème qui m'intéressait vraiment depuis très longtemps et quand j'ai lu l'histoire de Stéphane, sans même qu'on s'en parle, je me suis dit mais c'est faux. Justement, il parlait de histoire d'amour et de famille, c'est le cas parce qu'on n'avait même pas échangé à ce sujet et ça m'a beaucoup émue de voir que c'était ce thème-là que tu avais choisi et une histoire de famille encore plus. Enfin moi ça me bouleverse. Et non, l'histoire n'a pas changé, jamais. On a effectivement coupé parce que il faut rentrer dans un timing particulier, surtout quand on va à Avignon. Il y a tellement de spectacles et très peu de temps pour les installer. Et puis aussi, même, je vais peut-être même un peu plus loin, dans le théâtre privé, de toute façon, en règle générale, il faut faire un certain timing. Ouais, enfin, c'est... J'espère qu'un jour, on montera la grande musique extension, avec 2h30 de spectacle. Mais pour l'instant, on s'est arrêté à 1h30 et c'est très bien comme ça aussi, parce que je trouve que c'est plus fort. C'est-à-dire que c'est plus court et c'est plus intense. Il y a quoi à faire à 2h30 du coup? Non, c'était... Il y a toujours de à quoi, faire. mais... Et est-ce que tu as rencontré les comédiens de la liste avant d'écrire? Comme je vous le disais tout à l'heure, j'en connaissais certains très très bien et d'autres un peu moins, mais je les connaissais tous, au moins de nom et de visage. Ce sont des gens que j'ai croisés, que j'ai vus sur scène, que j'estime. Donc là-dessus, ça a été très facile. Ce qui est très compliqué, c'est quand on a une commande où on doit écrire pour des comédiens qu'on n'aime pas du tout, qui ne nous inspirent rien. Ça, c'est terrible. Et si elle est bien payée, la commande. Oui, si elle est bien payée, on peut toujours s'arranger, évidemment. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que les personnages t'ont été inspirés vraiment par les comédiens? Ah oui, absolument. Oui. Et pourquoi qu'est-ce qu'ils t'ont inspiré du coup? Je sais pas. Par exemple, Hélène, prends Hélène. Oui. Hélène, alors oui, elle m'a inspiré le personnage de cette femme un peu perdue, un peu déchirée entre le passé, le présent et l'avenir, ce qu'elle n'est pas du tout dans la vie. Je voudrais pas qu'elle méprise. Mais un peu une force fragile. Voilà. C'est un personnage que je voyais plutôt comme ça. Le personnage de Pierre-Élie, qui s'appelle Hervé dans la pièce, merci, m'a plutôt inspiré un personnage comme un zébulon, comme un fauteur de troubles, qui vient remuer un peu tout ça, tout ce qui est convenu et qui ne supporte pas. Puis il y en a qui ont joué une de tes pièces déjà avant. Alors Pierre-Élie, en l'occurrence, avait joué Kamikaze avec Salomé. Raphaëline, on avait joué plusieurs. Voilà. Donc oui, c'est la famille. En tout cas, ça l'est devenu. Cool, super. Et du coup, quand ce projet a été fini, enfin une première version, comment vous avez continué? Est-ce que vous avez trouvé directement un producteur? Comment ça s'est passé? Oh là Non, ça a été... 15 ans. Non, pas tant, mais ça a été épique. Et c'est vrai que, justement, on parlait des comédiens tout à l'heure. Dans cette fameuse liste, il y avait 6 noms. Et effectivement, il y a 3 comédiens qui n'ont pas pu faire le projet. Mais
qui restaient très attachés à l'équipe, au projet. C'est des comédiens que j'adore et avec qui on sera amené à travailler sur d'autres histoires. Mais c'est à ce moment-là que moi, j'ai voulu partir complètement sur autre chose. Je venais de travailler avec Bernard sur Badine et moi je suis tombée amoureuse de cet homme et de cet acteur, quoi. Voilà. Et mon mari aussi, donc c'est ça qui est merveilleux. En fait, il n'avait jamais travaillé avec Raphaëline Goupillot, dont je suis également tombée amoureuse sur Kamikaze. Et je me suis dit, mais ça ferait un couple merveilleux. Et c'est vrai que ça a été le cas tout de suite. Il y a eu une magie hallucinante. Ils sont venus à la maison faire la première lecture. Ils se connaissaient, je pense, de vue, mais... Oui, on s'est vu jouer, mais on n'avait jamais joué ensemble. C'est ça le plus important, quoi. Voilà. Ouais, absolument. Et à la première lecture, ici, il y a eu une étincelle qui a pris tout de suite, une complicité qui a été immédiate. Et je me suis dit, j'aurais pas grand-chose à faire pour les diriger. Non, mais il y a un vrai plaisir à jouer ensemble, en tout cas. C'est comme, un peu comme dans la vie, quoi. C'est simplement qu'on arrive à se répondre sans qu'on ait besoin de trafiquer quelque chose, de jouer. On joue comme on joue là, comme on joue dans la vie, voilà, tous les jours. Mais sur le plateau, c'est la même chose. Et ça, c'est... mon Dieu, c'est tellement agréable. C'est rare. C'est assez rare. Aussi. Ouais. C'est rare, ça arrive pas à chaque fois. Donc quand il y a des alchimies aussi fortes, et même dans le reste de la distribution, Brice Hilleret aussi est arrivé après. Brice, pour moi, ça a été aussi une évidence sur ce personnage. J'avais envie justement de cette fragilité poétique et en même temps d'une force de vie démesurée, puisque le personnage de Brice donc, est la base de cette famille et il joue l'arrière-grand-père qui est dans un camp de concentration et qui va se concentrer sur ce qu'il y a de beau dans sa vie, c'est-à-dire la musique et la première fois où il va tomber amoureux de l'arrière-grand-mère qui est aussi jouée par Hélène Degy et qui est une prostituée dans le camp de concentration qui s'appelle Frida et comment on arrive à voir la lumière dans tout ce qu'il y a de plus atroce. Et du coup, c'est vrai que ces 6 comédiens ont tout d'un coup eu un langage commun sur le plateau et une alchimie qui est assez inexplicable et qui est vraiment jouissive pour la metteuse en scène. Et même Étienne Launay, qui est le dernier que nous n'avons pas cité, c'est délicat, puisque justement, lui, il a le rôle du passeur, du témoin. Et il tombe amoureux de cette jeune femme qui est jouée par Hélène Esther, qui est le personnage un peu fil rouge de cette histoire, qui va mener l'enquête pour arriver à trouver le pourquoi de ses origines. Et le personnage de Pierre, parce qu'il s'appelle Pierre, mais il est joué par Étienne Launay, le personnage de Pierre est fascinant parce que il accompagne, mais tout en étant tout en étant extérieur à cette famille. C'est toujours délicat, je trouve, quand on arrive dans une famille, quand on débarque, de tout d'un coup être confronté à des problèmes aussi intenses que ceux qui sont présentés dans la grande musique. Faut beaucoup de délicatesse et beaucoup d'élégance, et je trouve que Stéphane a vraiment percé Étienne à jour, parce que c'est une qualité qu'Étienne a dans la vie et dans son jeu aussi en tant que comédien. Il a aussi beaucoup d'ironie. Oui. Et dans la vie oui, et dans le personnage. Tout à fait. Et du coup, par rapport à l'écriture, donc tu savais que tu avais ces 6 comédiens. Est-ce que du coup, dès l'écriture, tu sais qu'il va devoir jouer ces personnages-là sur plusieurs personnages à travers les âges et tout? Est-ce que c'est déjà dans l'écriture ou c'est plus à la mise en scène qu'on choisit quel personnage va être interprété par quel acteur? Alors là, en l'occurrence, c'est l'écriture qui a décidé que Bernard jouait 2, 3 personnages, là en l'occurrence, parce que ça, encore une fois, ça me semblait juste qu'il joue à la fois, qu'il incarne à la fois et le père et le grand-père d'Hélène. Oui.
Et du coup, Bernard, comment, quand tu as lu la première fois cette pièce, qu'est-ce que tu en as pensé? La première des choses, ce que disait Salomé d'ailleurs aussi quand elle l'a découvert, c'est l'émotion. C'est l'émotion générée par l'histoire, déjà, par les personnages. Et puis moi, je m'attache énormément aussi à l'écriture. On est au théâtre, hein, on n'est pas au cinéma, on n'est pas à la télé. Et, et ce que Stéphane a, je trouve, c'est que à la fois quand on écoute la pièce, on a l'impression que c'est un langage de tous les jours, alors qu'en fait, tout est structuré, très structuré. Et ça, pour un comédien, c'est une gourmandise. C'est un vrai plaisir de dire son texte, parce que on peut pas changer un mot, en fait. Alors qu'on pourrait se penser que voilà, un petit mot pour un autre, c'est pas très grave, c'est à peu près le même, c'est un synonyme. Non, on est obligé de rester dans... Parce qu'il y a le son, il y a une qualité de son aussi. Oh, tiens, tu approuves? Modestement. Il y a une qualité de son dans son écriture, et ça se rapproche, je trouve, du théâtre anglais, en fait. Le théâtre français n'est pas spécialement dans le son. Le théâtre anglais, oui, il y a une résonance comme ça, il y a une musique, il y a un son très précis. Et il s'en rapproche pas mal, et c'est une chose que j'ai remarqué immédiatement, au-delà même de l'histoire, de l'émotion générée par l'histoire et tout ça. Mais ce plaisir, toi, en tant qu'acteur, que tu peux avoir à dire un texte tous les jours. Parce que c'est pas évident de dire un texte tous les jours, est toujours le même. Et quand tu as le plaisir de te dire, tiens, ce soir, je vais dire ce texte-là, et que de jour en jour, c'est le même plaisir que tu as, c'est un plus. Et c'est une motivation supplémentaire, surtout pour un acteur. Et quand on te présente le projet, on te dit, tu vas faire tous ces personnages, on voudrait... Je dis, non, tu vas pas m'ordonner quoi que ce soit. Non, je plaisante. Oui, mais de toute façon, tu le sais, parce qu'on te le propose et on te dit, tiens, tu lis ce personnage-là, entre autres, tu lis la pièce, mais l'acteur lit d'abord son personnage, et ensuite la pièce. Non, mais voilà, tu sais au départ pour quel rôle tu es prêt. Mais il y a des indications déjà un petit peu, tu donnes des indications sur le personnage, sur ce que tu voudrais. Non, ça vient après. Après, c'est une conversation, c'est une discussion, c'est une approche. Très bien. Et par rapport à la scénographie, dans la même idée, est-ce que cette idée des arches, donc il y a 3 arches, hein, oui. C'est ça. Est-ce que c'est déjà dans la pièce ou pareil, c'est une idée de mise en scène qui arrive Pas du tout, c'est arrivé après en fait, parce que curieusement, la grande musique a mis à la fois, c'est très paradoxal, à la fois ça a mis du temps à se monter et à la fois c'est allé très vite. Et en fait, on a eu une possibilité à partir de janvier 2021, en fait, en janvier 2021, on nous dit feu vert, c'est parti, on y va pour le Phoenix Festival, on a notre créneau à Avignon, le Théâtre Buffon nous dit ok banco, on y va, et on a dû tout mettre en place assez rapidement, puisque janvier c'est assez tard en fait pour le Festival d'Avignon en juillet. Et Georges Voraz, qui a fait la scénographie, m'avait fait plusieurs propositions, mais on n'avait pas encore de théâtre. Et donc, du coup, il y a eu beaucoup de changements dans la scénographie avant d'arriver à ces 3 arches qui ont, moi, vraiment m'ont conquise d'emblée. Mais Georges, il est très, très talentueux en scénographie, m'avait fait des maquettes hallucinantes. Sublime. Mais ces 3 arches avaient vraiment du poids par rapport à l'histoire, parce que déjà on a 3 époques. On a l'époque des camps de concentration, les années 70 avec Bernard et Raphaëline, c'est l'époque des grands-parents, et aujourd'hui. Donc effectivement 3 arches, comme si on était un peu dans des couloirs spatio-temporels, où tout d'un coup ces 3 époques se rejoignent. Et puis en plus aussi, il voulait avoir cet aspect d'arbre généalogique. Donc on a effectivement un tronc d'arbre qui s'enroule autour d'une des arches. Puis même chacun met sa pierre à l'édifice dans une histoire de famille. Donc du coup, on a un édifice avec des pierres apparentes. Effectivement aussi, il s'est basé sur l'entrée du camp de Mauthausen pour pouvoir construire
ces murs. Donc c'est vrai que quand on regarde au-dessus des arches, par exemple sur celles des années 40, il y a des fils barbelés, on a un projecteur, comment on appelle ça, les projecteurs qui Un Mirador. Non, c'est pas un Mirador. Non, Oui, c'est pas un c'est Mirador. ça. Non, mais c'est un C'est projecteur ça. des Miradors. Oui, qui fait Oui, ça vient d'un l'effet d'un Mirador. mais c'est Une sorte de poursuite, quoi. Voilà. exactement. Et qui joue justement le Mirador dans la pièce. Stéphane doit nous quitter, malheureusement. Désolé, c'était mon seul rendez-vous de l'année. Donc, Et merci beaucoup. merci. Au revoir, Stéphane. Merci, au revoir. Au revoir, Stéphane. Alors, on continue. Maintenant qu'on a évoqué la scénographie, on va parler justement du travail avec les acteurs. Comment tu as mis en place ta mise en scène pour faire exister tous ces personnages? Alors, c'était pas évident, en fait. Vraiment, on va quand même dire ce qui est. Parce que faire exister 3 époques en simultané, que ce soit fluide, je voulais pas justement faire trop de passages au noir. Je voulais que ça reste fluide et que... Parce que le texte de Stéphane, pour moi, est vraiment construit presque comme un film. Il y a quelque chose de très cinématographique dans les retours en arrière, on revient au présent, on repart en arrière. Et du coup, c'était pas évident, mais on a fini par trouver effectivement aussi dans le corps, dans le son. Rafael Sanchez a composé des musiques absolument incroyables pour le spectacle et avec les comédiens au plateau. Mais je me souviens, pendant les répétitions, quand on était au Palais Royal, il y avait des moments où on cherchait, voilà, où est-ce que la table allait être positionnée, comment on circulait autour de la table, est-ce qu'on circule partout sur le plateau. Bien sûr, l'histoire des arches aussi, qu'est-ce qu'elles représentent, comment on les utilise justement. Non, il y a eu tout un... Ouais, c'est un grand mot, un laboratoire de recherche, mais il y a eu une vraie recherche en tout cas, Ouais. oui, absolument. Où tout le monde participait, c'est aussi Tout à peut-être fait. ça. Tout à fait. Voilà. Et heureusement. Non, mais voilà, et puis ensuite Salomé tranchait en disant, oui, on fait ça plutôt que ça, mais oui, c'était ça. Mais ça a été passionnant comme travail. Vraiment. Ah oui, vraiment. Oui. Mais parce qu'on a eu 6 semaines de répétition où c'était très intense, où, comme dit Bernard, on cherchait, puisque vu que c'est pour ça que je disais que ça a mis du temps à se monter et en même temps ça s'est fait très vite. La scénographie, moi, elle changeait encore pendant qu'on était en répétition. Donc, j'avais pas pu penser, contrairement à Badine, où Badine, je savais déjà ma scénographie quand on était en répétition, où ça a été plus évident, parce que la scénographie était bien précise. Alors que là, ça évoluait, parce qu'on avait des contraintes techniques qui faisaient qu'on pouvait pas faire ci ou qu'on pouvait pas faire ça. Et donc, du coup, comme dit Bernard, on a été beaucoup en labo, en recherche pendant ces 6 semaines. Oui, et puis il y avait tout un travail aussi par rapport à l'écriture sur l'âge des personnages. Par exemple, les deux couples que l'on fait, donc le grand-père, grand-mère et père et mère, Raphaëline et moi, ce sont des âges complètement différents. Donc il fallait trouver aussi une façon de bien marquer la différence. Surtout qu'en plus, il y avait 2 scènes qui étaient vraiment très proches l'une de l'autre, même qui étaient collées d'ailleurs, hein, où c'était les personnages qui changeaient complètement. Donc voilà, on s'est vraiment posé des questions pour que le public puisse voir ça de façon très claire, quoi, ce changement de façon très claire, ce qui n'était pas évident au départ. Non. Vraiment. Mais c'est vrai que il y a un vrai tour de force entre... Il y a un moment, c'est vraiment le cœur de la pièce, où toi, tu as une scène avec Hélène. En un coup de cuillère à peau, tu bascules dans les années 70 avec Jean. Et quand la scène Jean Marzella se termine, c'est Rafa qui, en un coup de cuillère à peau, redevient Nelly. Exactement. Et moi, fait j'arrive les en crêpes. Georges. Et toi, t'arrives en Georges. Ouais. Et c'est vrai qu'il fallait qu'on ait des caractères très précis. Enfin, Georges et Nelly, vous les avez trouvés très rapidement. Oui. Mais c'est Jean et Marzella C'était plus où, difficile. effectivement, ils ont 20 ans dans l'histoire, Jean et Marzella. Mais c'est ça qui était intéressant aussi par rapport à la psychogénéalogie, c'est que ce soit les mêmes acteurs. Et ça a du sens. C'est pour ça que Esther est jouée par Hélène et qui joue aussi Frida, l'arrière-grand-mère. C'était très important aussi que ce soit la même comédienne. Et c'est vrai que Jean et Marzella, c'est un couple...
moi je trouve absolument déchirant, parce que Jean, il est complètement au service de sa femme, il est dans un amour passionné et où il s'oublie même Complètement, oui, complètement, et absolument. il se sacrifie complètement pour le Mhm. bonheur de sa femme. Et Martzella, elle est perdue dans les méandres de sa souffrance, parce qu'elle ne sait pas d'où elle vient, elle ne sait pas qui sont ses parents, c'est vraiment une orpheline qui s'apprête à devenir maman et qui n'a aucun repère. Et son seul repère, c'est son mari, c'est Jean. Et en fait, pendant le spectacle, donc à travers plusieurs flashbacks, elle va apprendre d'où elle vient et le pourquoi du comment. Enfin, c'est une orpheline, c'est un enfant abandonné, Oui, c'est même en plus plus. que ça, ouais. Voilà. Mm. D'où le questionnement qu'elle a et ce mal-être. Voilà, qui est Elle a été abandonnée à 6 ans par sa Ouais, mère dans la pièce. Donc elle a quelques souvenirs, mais elle a surtout le souvenir de cet abandon où, Et il y a surtout ce qui la cahier traumatise. qui lui est apporté et Oui. qui lui dévoile que sa mère était prostituée dans un camp de concentration et que c'est là qu'elle est née. Voilà. Elle est née de cette femme-là et cette femme l'a abandonnée et s'est suicidée. C'est beaucoup. Oui, C'est un drôle de cadeau. c'est ça. Mais il y a des moments drôles dans la pièce. Oui, hein. oui, non, mais absolument, c'est vrai. Non, c'est parce que depuis le début, on parle effectivement d'une pièce qui est vraiment basée sur l'émotion, sur la famille, sur les fragilités, les blessures, mais il y a aussi énormément d'humour. Et c'est notamment avec Bernard qui joue ce fameux présentateur. Journaliste, présentateur, oui, absolument. Oui, qui est absolument magnifique. Ça, on peut dire que ça marche à tous les coups. Mais même d'ailleurs dans les personnages qui ne sont pas censés être des vrais personnages de comédie. Pierre est effectivement le zébulon du spectacle. Alors Pierre, alias Hervé dans le spectacle. Mais Étienne aussi, qui joue Pierre, a énormément d'ironie. Nelly, le personnage de Raphaëline, la mère de famille, est complètement névrosée et génialement Elle est drôle. tellement haute en couleur. Ouais, c'est ça. Absolument, absolument. Et Non, parce même qu'il y a- Georges, d'ailleurs, Ouais, son ouais, bien sûr. Droupy, Mais parce c'est que Droupy. c'est vrai que je trouve qu'il y a la tyrannie du rire à l'heure actuelle. Bon, je veux bien Oui. avec tous les événements, on a vraiment plutôt envie de rire que de. Voilà, il y a des raisons de pleurer, on en a beaucoup. Ça, je peux le comprendre. Mais on a toujours l'impression que quand on vend, entre guillemets, une pièce, il faut absolument dire que. Mais on y rit aussi. Oui, Il y a des pièces où on ne rit pas et je trouve ça absolument merveilleux. Bon, il y a une catharsis dans le pleur, hein, enfin dans le fait de pleurer aussi. Bien Ça sûr. fait du bien aussi parfois de pleurer, d'être très touché par quelque chose. C'est aussi bien que de rire bêtement sur certaines petites blagouzes à 2 balles. Mais bon, ça c'est mon truc. Mais l'écriture de Stéphane, encore une fois, j'en profite puisqu'il n'est pas là, mais c'est vrai que l'écriture de Stéphane est toujours il y a toujours cette attention en tout cas à ce qu'il y ait quelque chose de léger qui se dégage dans quelque chose qui est très très lourd à la base quand même, qui peut être lourd en tout cas. Et lui arrive toujours à trouver, alors toujours avec cette musicalité, mais avec comment dire, c'est quoi cette espèce d'humour qu'il a, avec une espèce de recul comme ça par rapport aux choses que l'on retrouve dans la vie, hein, d'ailleurs il est un peu comme ça, et Bien sûr. j'adore d'ailleurs. Mais donc il a ça dans son écriture aussi, qui fait que à aucun moment on est fatigué de la douleur de ces personnages-là. Au contraire, on est porté par une forme de vie, la vie, et le souffle de vie que l'on peut avoir pour rester debout et continuer à avancer malgré certaines choses qui nous arrivent. Et là, l'humour est important. Le fait de pouvoir sourire ou rire parfois est important aussi pour rester debout. Mais bien sûr, et c'est totalement ça. Et j'avais une image qui me venait en écoutant Bernard, c'est la comédie dramatique de la vie. En fait, la vie n'est qu'une comédie dramatique. Et c'est exactement ce qu'on a dans la grande musique. C'est-à-dire qu'il y a des moments d'une grande tristesse où tout d'un coup, il va y avoir une brèche où on va avoir besoin d'exulter par le rire. Et je suis tout à fait d'accord avec toi aussi sur le fait de la catharsis du pleur. Qu'est-ce que ça fait du bien de Bien sûr, pleurer mais un bien coup sûr, au bien théâtre. sûr. Ah la vache. Donc je trouve que la grande musique, moi c'est un spectacle dont je suis très très fière par rapport à tout ça. C'est-à-dire que c'est vraiment
un miroir de la vie extrêmement beau, délicat, élégant, léger, drôle par moments, cruel à d'autres, et voilà, et en même temps tout en étant une symphonie historique. C'est pour ça que je trouve que la métaphore que Stéphane a choisie avec la musique, avec le chef d'orchestre, je la trouve extrêmement forte et extrêmement parlante. Tout à fait. Même si à Avignon, pas mal de personnes pensaient que c'était une comédie musicale. C'est terrible parce qu'en plus je tractais oui. pour Badine et la grande musique. Et du coup, quand je présentais Badine, je disais voilà, alors c'est une adaptation du chef-d'œuvre d'Alfred de Musset et c'est musical. Oh, et celui-là aussi c'est musical. Alors non, je sais, ça s'appelle la grande musique, mais ce n'est pas musical. Mais ouais, c'est très drôle. Et j'aime dire aussi que dans la pièce, les rôles d'hommes sont très beaux. Oui. Parce qu'a priori, c'est plutôt les femmes qui sont, je veux dire, en avant dans cette pièce-là. Il y a juste raison d'ailleurs. C'est leur histoire aussi. Mais les rôles d'hommes sont très beaux parce qu'on a affaire à des hommes qui sont à l'écoute. À l'écoute de leur femme, donc, et à l'écoute du couple. Et c'est pas tout le temps, franchement, qu'on arrive à trouver des hommes qui aient cette sensibilité-là, cette écoute-là, cette volonté d'apporter leur aide au problème qui est posé à leur compagne, avec, je dirais, parce que j'aime bien le dire de temps en temps, mais avec ce côté un peu féminin, ça ne veut absolument rien dire ce que je suis en train de dire là, mais c'est pas le mal tel qu'on en parle, surtout à l'heure actuelle. C'est pas le mal alpha. Voilà. Il y a une vraie sensibilité et je trouve que tous les rôles, parce qu'on parlait du rôle d'Étienne au tout début par exemple, mais tu le retrouves dans tous les autres rôles derrière, ce sont des hommes qui sont vraiment à l'écoute et qui malheureusement de temps en temps se rendent compte qu'il y a un mur, parce que c'est la personne qui est concernée par son mal qui peut s'en sortir toute seule, mais ils sont là quand même derrière, prêts à aider, et je trouve que c'est une belle écriture pour les hommes aussi. Tout à fait. Et je voulais revenir sur ton travail de comédien là-dessus. Est-ce que tu as essayé de créer des liens familiaux dans le jeu entre tes personnages du grand-père ou pas? Des liens familiaux entre les différents personnages? Ouais. Est-ce que tu as eu des aspects dans la voix, dans l'intonation, dans certains trucs pour créer ce lien, outre le fait que tu es le même corps? Oui, absolument. Non, j'ai plutôt essayé de trouver une différence. Oui, mais est-ce qu'il y avait aussi justement des liens? Oui, enfin il y a un lien psychologique en tout cas, c'est que les deux sont ce que je disais tout à l'heure, sont très à l'écoute. Avec Jean, le premier, le grand-père, qui est encore plus à l'écoute, je pense. Parce qu'en fait, je ne sais pas si tu es d'accord, Salomé, mais je trouve qu'au fur et à mesure, on voit la progression. C'est-à-dire que ça soit les femmes ou les hommes, ne réagissent pas de la même... Ils deviennent de plus en plus forts. Voilà, j'arrive à être précis. Ils deviennent de plus en plus forts au fur et à mesure que le temps avance. C'est-à-dire que par rapport au même mal, pour être simple, il y a un mal comme ça qui est là, il y a une douleur. Par rapport à cette douleur, il y a une façon de la gérer qui est de plus en plus efficace en tout cas. Bien sûr. Et donc oui, ça se retrouve aussi, pour répondre à ta question, ça se retrouve dans les personnages. Jean est pas plus faible, mais plus sensible, et Georges est plus fort par rapport à ça. Donc les confrontations ne sont pas les mêmes. Et c'est rigolo ce que tu dis, parce que oui, même par rapport aux personnages féminins, parce que je pense par exemple au personnage de Raphaëline, Marzella, qui, elle, n'est que sensibilité, fragilité, et c'est très beau parce qu'elle essaye de rien montrer quand même. Elle essaye, elle veut, elle a cette envie d'être heureuse avec lui et d'avoir cet enfant. Mais à un moment donné, je crois qu'elle le dit dans le spectacle, elle parle de gouffre et elle n'est qu'un gouffre. À un moment donné, elle tourne en rond sur elle-même et elle ne veut pas précipiter sa fille et son mari dans sa chute. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, ils seront impactés par le choix qu'elle fera. On ne va pas non plus raconter toute l'histoire, mais voilà. Alors que Nelly, la mère de famille, donc qui est la fille de ce couple, et qui est jouée par Raphaëline, après, et là on est dans l'époque contemporaine, Nelly donne l'impression
d'être extrêmement forte, d'être la matriarche qui tient la famille de main de maître, alors que Georges, au début, on a un peu l'impression que c'est un suiveur. Et en fait, à un moment donné, ces deux personnages évoluent aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, Nelly va laisser place à sa sensibilité, à sa fragilité, et Georges va tenir la famille, et va tenir sa fille qui ne peut plus marcher, va accompagner sa femme dans cette recherche, enfin va d'abord accompagner d'ailleurs ses enfants, et puis tenir la main de sa femme pendant que ses enfants partent dans cette recherche, dans cette enquête de l'origine de la famille. Et je trouve ça très beau, notamment par exemple la scène de l'opéra, on voit que même si elle continue à envoyer des pics, on voit qu'elle baisse la garde d'une certaine façon. Et lui, il le sait, il ne la connaît que trop bien. Et justement, il accueille cette... Mais ça, c'est très bien traduit par ce que tu as ajouté, ce moment de chorégraphie, où d'un seul coup, les mots ne sont plus là, il n'y a que les corps qui parlent, et au travers de cette scène-là, je trouve que tout s'explique assez bien, voilà, et notamment, je parle plus c'est Georges et Nelly à ce moment-là, hein, c'est ça, je parle plus parce que je suis dedans, mais on sent bien que c'est une complémentarité, c'est un vrai couple qui est là à ce moment-là. C'est pas l'un qui porte l'autre, ils sont ensemble. À ce moment-là, oui. Ils sont vraiment ensemble. Alors que Jean et Martzella, c'est ça leur drame, c'est que ils peuvent pas. Non, c'est lui qui la porte uniquement. Oui, et c'est lui qui la porte. C'est trop dur. Et pourtant, ils ont l'envie, ils ont cette envie-là, mais ils y arriveront pas. Voilà. Ok, et je voulais aussi parler de la mise en lumière, et notamment d'un petit effet de lumière qui justement lie encore toutes les périodes, c'est les petites les ampoules. D'où vient l'idée ? Ça, c'est venu assez rapidement, parce que vu qu'on a le personnage de l'arrière-grand-père qui est le socle de cette famille, je me suis dit comment représenter le fantôme au théâtre, et j'avais très envie de jouer avec les lumières, avec l'électrique, avec l'électricité. Donc très vite, j'ai eu cette idée des ampoules dont j'ai parlé à Georges et qui a dit OK banco. Et puis Denis Koranski qui a fait des lumières absolument magnifiques sur le spectacle. Je lui avais dit que j'avais envie de jouer avec ça. Il y a un code, en tout cas quand Brice arrive sur scène et qui se mêle des époques qui ne sont pas les siennes, tout d'un coup il y a un code de jeu avec les ampoules qui indique au spectateur que effectivement c'est la présence de Brice qui amène tout cet éclat lumineux. Et en plus je trouvais ça très beau aussi pour la fin, étant donné que ça se finit bien cette histoire, et que ça fait du bien aussi que ça se termine comme ça. J'avais envie d'un ciel étoilé, et donc ça pouvait aussi représenter ça. À la fin, quand toute la famille est réunie, quand ils ont retrouvé les traces de l'arrière-grand-père, il y a ce petit ciel étoilé. Voilà. Il joue aussi, il exploite justement les arches pour recréer les différents univers, et t'as l'idée encore d'essayer d'avoir un truc beaucoup plus fluide sans les noirs et tout, et c'est vrai que ça, je trouve ça vraiment cool parce que ça peut coexister. Le spectateur est pas suffisamment, le spectateur aujourd'hui est suffisamment éduqué, j'ai envie de dire, au théâtre pour se dire que voilà, il y a une lumière différente, c'est deux espaces, voire deux temporalités différentes, quoi. Tout à fait, c'était l'idée en fait, c'était de jouer sur les couloirs de ces trois époques qui vivent ensemble pendant 1h30 avec cette histoire, et de jouer, d'ailleurs c'était même Denis qui avait trouvé ce terme, de jouer comme sur un carrousel, c'est-à-dire le fameux moment dont tu parles de la chorégraphie, il s'est amusé à faire un peu comme un manège qui tourne, donc les lumières tournent en même temps. Et c'est très joli parce qu'on a l'impression en fait que la scène bouge, et parce que chaque acteur est dans son arche, dans sa temporalité. Et du coup, Denis a vraiment réussi ce tour de maître de donner l'image d'un carrousel qui bouge en permanence. Donc non, c'est une chance. Mais Denis Koranski, de toute façon, c'est l'artiste peintre des plateaux de théâtre. C'est magnifique ce qu'il fait.
Du coup, comment ça s'est mis en place pour Avignon 2021? Comme je te disais tout à l'heure, ça s'est fait très vite. Ils nous ont dit banco et du coup on a cherché des coproducteurs qui nous manquaient. On a eu la chance de trouver Christophe Ségura et Jean-Claude Land et Marguerite Gourgue avec Le La Bruyère. Et on s'est lancé très vite dans des répétitions, 6 semaines de répétition. On a eu 2 sorties de résidence. On a eu 3 semaines grâce à Sébastien Azopardi qui nous a prêté le Palais Royal pour répéter pendant 3 semaines. C'était pas dégueu, franchement. On était très très contents. Et parce qu'on a répété pendant le 2e confinement. Et du coup, c'est vrai que rien n'était ouvert, les théâtres étaient fermés, donc on a eu vraiment cette grande chance de pouvoir répéter là-bas. Après, on est allé au Chesnay chez Xavier Brouard, qui, pareil, c'est la maison, c'est merveilleux. Et après, on a eu la chance de faire notre sortie de résidence à Bois-Colombes chez Monsieur Puy-Martin, qui nous a accueillis divinement et on était ravis. Voilà. Donc, comment ça s'est organisé. Et en fait, tout ça s'est passé très vite parce que 3 semaines après, on avait le Phoenix Festival et 3 semaines après, c'était Avignon. Même pas 3 semaines après, je crois 2 semaines après. Et comment s'est passé Avignon du coup? Très bien. Moi, il y a un truc qui m'est resté, je jouais 2 spectacles, donc, puisqu'il y avait Badine et en même temps la grande musique. Et avec Raphaëline, on s'était fait la même réflexion. C'est-à-dire qu'on arrivait, donc on pouvait être fatigué au bout d'un moment quand même, au 15e ou 20e jour d'Avignon, on est un peu fatigué. Mais en arrivant sur scène, pour justement cette scène du mariage qui commence donc le spectacle, hein, on rentrait dans des chaussons. Je ne sais pas si l'expression est bonne, mais on était bien. Et avec Raphaëline, on s'est fait, parce que je crois que Raphaëline a eu des petits problèmes, enfin des moments c'était un peu difficile aussi pour elle, pas pour moi mais pour elle. Mais on avait, voilà, on rentrait sur scène et on était bien, quoi. Et c'est pas évident quand on fait Avignon. Avignon c'est dur quand même, c'est pas toujours simple. Et surtout quand on fait 2 spectacles avec voilà la chaleur et tout ce qui voilà. Et là, mais vraiment, quoi. On rentrait, on était bien, et tout le long de la pièce, on vivait quelque chose de... On vivait vraiment, quoi. Comme on aime vivre, parfois. Ouais. Non, c'est vrai. Oui, oui. Et quels ont été les retours du public? On a eu de très beaux retours, on était vraiment ravis. Et c'était très étonnant parce que on avait des gens de tous les âges. Ça me fait rire parce que, en plus, c'est joli. Quand je tractais à un moment donné, je suis tombée sur une mère et sa fille. Maman, je pense qu'elle doit avoir 45 ans, sa fille 16 ans. Et je les tracte pour les 2 spectacles et je dis, bah écoutez, si vous venez voir les 2 spectacles dans la même journée, moi je vous attends à la sortie de la grande musique et on boit un coup. Et elles ont fait les 2 spectacles d'affilée. Et la petite, alors la maman avait adoré Badine et elle avait beaucoup aimé la grande musique. Et la petite de 16 ans, elle était mais dithyrambique sur la grande musique. Elle a dit mais c'est mieux que les séries Netflix, j'ai adoré. Et c'était tellement cool, ça m'a fait tellement plaisir. Et une autre fois où j'ai vu un monsieur de 75 ans sortir absolument bouleversé en larmes, il ne pouvait plus parler. Il est venu me voir, il m'a serré dans ses bras et puis il est parti. J'ai fait waouh. Et c'est assez fou parce que ce spectacle, même les gens qui peuvent ne pas rentrer dedans, sortent en nous racontant leur vie. Et je trouve que à partir de ce point de vue-là, c'est gagné. Parce que même s'ils n'ont pas adhéré à tout, eh ben, ils sortent en nous racontant leur vie. Alors que c'est-à-dire que ça les a touchés quand même quelque part à un endroit, vu qu'on parle effectivement de l'intime dans ce spectacle. Et c'est vrai que ça m'a vraiment bouleversée. C'est-à-dire qu'on a des réactions très différentes, des jeunes de 15 ans, comme je dis, qui adorent, comme ça peut aller vraiment à tous les âges, en fait, la grande musique. Ça parle à tout le monde. Parce que je crois que y a forcément un personnage avec lequel on va se reconnaître dedans. J'ai l'impression, quand même.
Et parce que c'est des gens comme vous et moi hein, qui sont dans la pièce. C'est pas Napoléon, c'est pas Mozart. Enfin, c'est nos familles. Enfin, voilà. Et ça résonne quelque part en chacun. Et après, on a eu des très beaux retours. Et voilà, moi, ce qui m'a amusé, c'est effectivement les gens qui me disaient oui, ça, j'étais moins fan et tout. Mais tu sais que moi, mon grand-père, quand il est mort, du coup, j'ai fait ah, ok. Donc, ça a quand même trouvé son chemin en toi pour que tu me racontes l'histoire de ton grand-père et de ta grand-mère. Et voilà, c'est gagné. Oui, ça fait C'est écho chouette. dans toutes Bah les ouais. familles, quoi. Et donc aujourd'hui, donc nous sommes en mai et vous rejouez au prochain Avignon Exactement. en 2022, juillet 2022, toujours en même salle. Au Buffon, à 19h30. Ok, très bien. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Non, si ce n'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est que le Buffon, c'est tout à fait idéal pour la pièce, puisque même des gens pensaient que le décor, c'était en fait le théâtre, alors qu'en fait, c'est un décor qui a été créé pour ce théâtre. Non, c'est parfait. C'est le nid qu'il faut pour cette pièce-là, en tout cas. Voilà. Ok, eh bien, merci beaucoup. Merci à Mais toi. rien.